Salut à tous, ici Cyril d'Hardware Cooking par CK Informatique et aujourd'hui dans cette petite vidéo que je fais un petit peu, franchement à l'arrache, on va dire, on va regarder un petit peu les bons plans du moment, mais on va aussi parler des prix des cartes mères qui vont venir d'ici un petit mois maintenant, donc les AMD AM5 sur le chipset X670 et X670E. On va voir que visiblement elles seront très chères et accéder à cette plateforme sera vraiment compliqué pour un utilisateur avec des moyens, on va dire, standard, parce que là littéralement il va falloir être pété de thunes pour pouvoir s'offrir une plateforme dernière génération. Et enfin on va aussi regarder les tests qu'on a publiés pour cette première partie du mois d'août, première partie qui est déjà bien entamée, vu qu'on est le 19, il est 23h minuit là, enfin 23h38 au moment où j'ai filmé cette vidéo. Mais avant d'aller plus loin, voici le petit moment sponsor de cette vidéo. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par cdkdeals.com et sur ce site, vous pourrez acheter des licences pour des logiciels comme les packs Office Microsoft ou encore Windows 10. Je vous mets les liens dans la description. Précisons aussi qu'il s'agit de clés totalement légales et qu'elles permettent ensuite d'upgrader vers Windows 11. Ici, par exemple, nous avons une licence OEM Windows 10 pour 20,43 € qui passe à 14,30 € avec mon code VPCK à rentrer une fois la clé placée dans le panier. Ce code permet de bénéficier d'une réduction de moins 30%. Bien évidemment, il faut se créer un compte ou se connecter si c'est déjà fait. Une fois le paiement fait, plusieurs modes de paiement sont proposés d'ailleurs, il ne reste plus qu'à attendre une petite minute pour voir sa commande s'afficher avec la clé de licence dans son back-office. À partir de là, on va dans les paramètres système de Windows et on va cliquer sur le bouton modifier la clé produit. Une petite fenêtre s'ouvre alors dans laquelle on va rentrer la clé. Après un chargement, il suffit de valider l'activation de Windows et c'est terminé. Il ne reste plus qu'à fermer les fenêtres et à profiter de son PC. Allez, c'est parti. Donc, premier bon plan, on a ici un Ultrabook Lenovo IdeaPad 3 avec un processeur AMD Ryzen 3 5300U, 4 Go de RAM, un SSD de 128 Go, donc c'est pas mal, au moins on est sur un SSD. Ce PC portable est à un prix de 349,99 € au lieu de 499,99 €. Donc c'est quand même une promo qui est pas mal. Honnêtement, 350 € pour un 14 pouces Full HD avec un vrai SSD, un vrai OS et un processeur Ryzen 3 quand même, c'est franchement pas dégueulasse. Ensuite, on a un PC portable pour les gamers, c'est un Asus TUF Dash F15. Donc ici on a une dalle de 15,6 pouces en Full HD 144 Hz. Le tout avec une RTX 3060 pour la carte graphique et un processeur Intel Core i5 11300H. On a 16 Go de RAM, un SSD de 512 Go, tout ça pour un prix de 1049,99 € au lieu de 1400 €. Donc là encore, franchement, pour un PC Asus TUF équipé comme ça pour 1000 €, enfin 1050 €, c'est à nouveau franchement pas dégueulasse du tout. En plus, il a un petit design qui est quand même assez sympa. Ensuite, bon, le design, c'est toujours un aspect qui est quand même assez subjectif. Ensuite, on a une belle carte graphique, on a une carte graphique Saphir Radeon RX 6600 Pulse qui est affichée à 299,90 € sur rue du Commerce au lieu de 344 €. Donc là, à nouveau, c'est une carte graphique pas chère. Ensuite, honnêtement, en ce moment, on a plein de cartes graphiques qui sont vraiment pas cher en fait. Ensuite, on a quelques écrans, par exemple l'Asus TUF VG27AQZ. Donc ici, on est sur un écran à 299 € au lieu de 400 €. C'est quand même pas mal, ça fait du moins 25%. Au niveau des spécifications, on est sur une dalle d'une définition QHD, donc 2560 par 1440 pixels, avec un taux de rafraîchissement à 165 Hz. On est sur une dalle 27 pouces, donc c'est quand même assez agréable. Dalle IPS aussi, c'est très important. On a moins ces effets de ghosting sur une dalle IPS que sur une dalle VA. Par contre, elle sera un peu plus sujette aux fuites de lumière. Ensuite, luminosité 350 nits, c'est du classique. Contraste 1000:1, c'est du classique. On a des petits haut-parleurs, ça peut être pratique pour dépanner si on n'a pas temporairement un vrai système. Donc voilà, un écran sympathique pour 300 €, moi je valide. Ensuite, sur Amazon, on a une sélection d'écrans de chez LG qui sont en promotion. Bon, on a des petits 5% par ici. Mais là, on a un moins 24% sur une dalle 4K 27 pouces en IPS pour 315 €. Donc c'est pas mal. Ensuite, on a les LG Ergo Ultra Fine, donc ça c'est des écrans qui sont souvent avec des bonnes promotions. LG, je pense qu'ils ont un petit peu du mal à les vendre à cause de la spécificité de leur pied, tout simplement, vu que c'est pas un pied standard qu'on va juste poser sur un bureau, c'est un système un petit peu qui se fixe au bureau en fait. Voilà, ça offre vraiment une ergonomie supplémentaire. Si vous voulez voir un petit peu, hop, voilà, ça ressemble à ça quoi. Vous voyez, ça pince le bureau en gros, et puis ensuite YOLO. Voilà, donc là on a un second LG Ergo aussi à moins 17%.
380 € pour, on a quoi, du QHD 1440p à 144 Hz, c'est pas dégueu. Surtout avec du Nvidia G-Sync et AMD FreeSync. Ensuite, chez Grossbill, on a la surprise de voir le tout nouveau boîtier Be Quiet Pure Base 500 FX. Donc c'est une série qui a été sortie pour l'occasion des 20 ans de la marque. On le retrouve à 120 € au lieu de 150 €. En pratique, sur Amazon, on peut le retrouver à 140 €, 130 €, plus vers les 140 €, je dis n'importe quoi. Donc voilà, 120 € pour ce boîtier plein de RGB, c'est un bon prix. Le boîtier de base est déjà très bien. Ensuite, chez Material.net, on a la Logitech G502 Lightspeed, une très bonne souris que j'utilise d'ailleurs là, enfin bon, en version filaire qu'il y a des années. Il y a 30% de remise avec le code SPLIT. Donc, 99,95 €. Avec le code SPLIT, ça donne quoi? La réponse dans un instant. Ça nous donne du 70 €. Voilà, 70 € pour la G502 Lightspeed de chez Logitech. C'est vraiment excellent. Ensuite, on a un petit SSD sympathique, un Crucial P2. Donc là, on est sur un format M2 en 2280. La version 1 Tera est affichée à 67,90 €, ce qui représente du moins 39 selon Amazon, moins 39%. Hein. Franchement, 68 € pour 1 Tera sur un Crucial P2. C'est très bon. On a aussi la version en 2 Tera qui est affichée à 148 €, ou encore la version 500 Go à 39 €. Là, pour upgrader un petit PC portable ou même un vieux PC fixe, si tant est que la carte mère est compatible, faut vraiment foncer. Donc maintenant, on a passé les quelques bons plans, et donc on va parler un petit peu des prix démentiels des cartes mères X670 et X670E, de chez Asus. En fait, ces cartes mères ont été référencées chez un revendeur allemand, IPC Computer DE. Les prix affichés sont vraiment très chers. Par exemple, on démarre quand même à 483 € pour une simple, entre guillemets, Asus Prime X670p. La version Wi-Fi passe à 510 €. Et ensuite, si on veut déjà une Rockstrix X670E Gaming, on est déjà à 900 €. C'est tout simplement incroyable, vu qu'il y a quelques années à peine, une E-Gaming, c'était 400 €, 300 €. Maintenant, on est déjà à 900 €. Ensuite, on a la version Gen, donc c'est la Micro ATX à 977 €. On a la Crosshair Hero à 1088 €, c'est absolument démentiel. Déjà, la Hero sur le chipset Z690 pour le socket LGA 1700 de chez Intel, le prix avait augmenté de ouf, je crois qu'il était passé genre dans les 800 €, alors que sur le chipset précédent, on était sur une carte à 500 €. À l'époque où j'avais acheté mon i7 6700K sur lequel j'ai fait des années, j'avais acheté la Maximus Hero qui allait avec. À cette époque-là, je l'avais acheté, je crois, à 240 €, et c'était pas une promo, c'était le prix normal. Maintenant, on est sur une carte mère à 1088 €, on va dire 1100 €, et honnêtement, c'est totalement déraisonnable. Encore plus pour la Extreme qui passe à 1475 €. Déjà, il y a quelques générations, 1500 €, c'était les cartes mères avec les monoblocs intégrés, etc. et c'était horriblement cher. Mais alors si maintenant, c'est juste le flagship de la marque sans inclure le monobloc pour un water cooling custom, c'est du grand n'importe quoi. Franchement, c'est du grand n'importe quoi. Et là, 1500 €, normalement, c'est le prix d'une config complète pour déjà quelqu'un qui met un certain budget dans son PC. Tout le monde n'a pas les moyens de mettre plus de 2000 € pour un PC complet. C'est pour ça que là, voir ces tarifs-là, c'est assez aberrant. Même une Rockstrix X670E A Gaming en Wi-Fi, c'est 783 €. Et encore, là, il faut se dire qu'on est sur un site allemand, donc la TVA est moins élevée. Ah bah d'ailleurs, ils ont sorti du site, hein. Oui, donc en Allemagne, la TVA est moins élevée qu'en France. Bon, je crois qu'il y a 2% de différence. Ça jouera pas à grand chose, mais bon, il faut s'attendre à 2099 € du coup pour la Hero par exemple. Si ces prix-là, c'était pas des simples placeholders, donc des prix qui font un petit peu office de... On met quelque chose en attendant d'avoir les prix officiels de la marque, des grossistes, etc. Il y a déjà eu aussi une fuite par rapport à MSI, où on voyait la X670E Carbon Wi-Fi affichée entre 560 et 640 €. Et là, à nouveau, bah, ça fait vraiment très cher, parce qu'au-dessus de cette Carbon Wi-Fi, on a encore la Ace, et on a aussi la Godlike de chez MSI. Des cartes qui déjà sur les chipsets et sockets précédents sont devenues horriblement chères. Si on oublie de mentionner même la Z690 Godlike qui était affichée à combien déjà? Je vais vous retrouver ça. Voilà, limitée à 1000 unités, elle était avec un prix, est-ce que c'est dans cet article?
Voilà, 2229 € pour la Godlike, donc le chipset Z690, c'est du côté de chez Intel. Hein. J'ose même pas imaginer le prix de la X670E Godlike sur le socket AM5. On peut être quasiment certain qu'on va probablement être entre les 1500, 2000 €, voire plus. Parce que sur la Z690, faut aussi préciser que en bundle, on avait l'IO haut de gamme de chez MSI. Il s'appelle comment déjà? C'est le S360, je sais plus quoi, avec un kit de RAM en DDR5 aussi, donc c'est pour ça que le prix était totalement délirant. Est-ce qu'ils vont refaire la même chose sur le X670E AM5 pour AMD? Je ne sais pas, on n'a pas encore d'informations là-dessus. Quoi qu'il en soit, si côté d'Asus on voit la Extreme à 1500 €, la Godlike sera au moins aussi à 1500 € à mon avis. Et c'est quand même vachement triste parce que, encore une fois, le hardware PC, ça devient vraiment de plus en plus réservé aux riches. Il y a quelques années, une carte mère haut de gamme, c'était 500 €. Maintenant, c'est 1500 €. Là, franchement, c'est un petit coup de gueule parce que ça m'énerve en fait. Et ça m'énerve un petit peu parce que à côté de ça, les prix augmentent. Donc forcément, les gens ont de moins en moins les moyens de s'offrir un PC. Mais en même temps, on est dans une période où c'est littéralement la crise sur le marché hardware. Et on le voit bien quand les marques annoncent leurs résultats. Trimestriels, leurs chiffres d'affaires sont en train de s'écrouler pour la plupart. Mais faut pas s'étonner si plus personne peut s'acheter du matériel. Alors ok, il y a le coût des matières premières qui augmente. Il y a tout qui augmente. Mais là, à un moment, faut arrêter le délire, quoi. Voilà, donc maintenant on en arrive au test qu'on a publié sur le site. On va y aller du plus récent au plus vieux. Donc le dernier que j'ai publié c'était hier, bon avant-hier on va dire, hein, vu l'heure. Donc c'était le SSD MSI Spatium M480 Play en 2 Teraoctets. Donc c'est un excellent SSD, c'est le haut de gamme de chez MSI. Hein. Il rivalise aisément avec le haut de gamme de chez Sabrent, donc le Rocket 4+, ou encore le FireCuda 530 de chez Seagate. Hein. Dans les pours, on a d'excellentes performances, un contrôleur Phison E18 de 2e génération, des puces Micron 3D TLC NAND, alors c'est pas précisé ici dans les bons points, mais là on est sur de la 176 couches et non plus de la 96 couches, comme c'était le cas sur les M480 tout court, vu que les M480 Play, c'est une sorte de deuxième version du M480. On a un dissipateur thermique très sympa visuellement, qui d'ailleurs est compatible avec la PS5 du coup. Pas d'étranglement thermique, forcément vu qu'on a un dissipateur thermique. On a un joli cache SLC de 203 Go, ce qui est pas mal. Une durée de garantie de 5 ans, là aussi c'est vraiment pas mal. On a un logiciel qui est fourni pour la sauvegarde et la restauration des données. Encore une fois, c'est pas mal, bon c'est pas du Acronis. Hein. Et enfin aussi, j'ai noté un design très sympa et compatible avec la PS5. Et ça, j'ai déjà un petit peu résumé avec les points au-dessus. Dans les contres, il y a le prix, alors avec un point d'interrogation, parce qu'en pratique, le prix n'est pas déraisonnable face aux autres références aussi haut de gamme. Et aussi, on a un dissipateur thermique qui n'est pas pensé pour être désolidarisé du SSD. Pour le démonter, c'est franchement la grosse galère. On a des pads qui fixent vraiment très fort le dissipateur au PCB du SSD. Ensuite, j'ai fait un test sur un kit Corsair Vengeance RGB en 2x16 Go DDR5 6600 MHz en CL32. Donc là, clairement, on est sur le kit avec la plus haute fréquence disponible à l'heure actuelle chez Corsair et même chez toutes les marques, avec une latence qui peut être considérée comme basse, vu que CL32, il n'y en a pas beaucoup encore maintenant en DDR5, et encore moins avec une aussi haute fréquence. Dans les pours, j'ai noté, c'est tout en bas, un design réussi, de belles finitions, un éclairage RGB sympathique, compatible Corsair IQ forcément, hein, tout ce qui est Corsair maintenant c'est Corsair IQ, de bonnes performances forcément, une garantie à vie comme très souvent chez Corsair sur la RAM, et la possibilité de personnaliser un profil XMP via le logiciel IQ. Alors attention, c'est encore en mode bêta, faudra attendre une version définitive du logiciel pour que ce soit intégré nativement. Et dans les mois, la disponibilité est compliquée, vu qu'en pratique, on peut pour le moment l'acheter nulle part. Il est disponible nulle part. Il est référencé nulle part, hormis sur le site de Corsair, où il est de toute façon en rupture de stock. Voilà, rupture de stock ou simplement pas disponible, je sais plus. Ensuite, j'ai testé le nouvel écran Corsair Xeneon 32 UHD 144, donc un écran 4K à 144 Hz. Alors là, j'ai fait une vidéo dédiée sur cet écran, je vous invite à la voir, je vous la remets quelque part là-haut. J'ai testé vraiment pas mal de choses. Dans les pours, on est sur du HD 144 Hz.
On est sur une dalle IPS Quantum Dot, on a la fixation VESA, la compatibilité AMD FreeSync Premium et Nvidia G-Sync compatible. On a un design original, hein. On aime ou on n'aime pas, c'est subjectif comme d'habitude. Une garantie 0 pixel mort et une garantie de 3 ans globalement. Le haut du pied est compatible avec le système de fixation Elgato Multi-Mount, donc ça c'est vraiment pas mal, parce que par exemple si là j'avais cet écran là, j'aurais pas besoin d'avoir un pied dédié pour fixer ma caméra et ma ring light. On a une intégration IQ Nexus et Stream Deck pour contrôler des paramètres de l'écran, et ça peut être vachement cool aussi. On a un mode overdrive dynamique qui est efficace. Là, pour rentrer dans les détails, je vous invite à aller voir le test, que ce soit la vidéo ou l'article sous forme écrit sur le site. Une bonne uniformité des couleurs, une très bonne justesse des couleurs en sortie de carton, un temps de réponse GTG meilleur qu'annoncé. Dans les moins, on n'a pas de mode portrait, un faible contraste, le plus faible contraste que j'ai relevé sur une dalle IPS jusque-là, et ceci à cause d'un noir qui n'est pas assez profond. On a aussi de l'IPS Glow, une uniformité de la luminance qui est assez mauvaise en pratique, et un mode local dimming sur 16 zones, franchement pas très utile. Ensuite, on a testé un autre produit encore qui nous vient de chez Corsair, avec l'alimentation HX 1500i. Alors cette alimentation fait maintenant partie de notre configuration de référence pour nos tests, que ce soit processeur, carte graphique, etc. On a changé notre RM1000 parce que je voulais quelque chose de beaucoup plus costaud pour d'éventuels tests où j'aurai des cartes graphiques, imaginons une 4090 Ti, je sais pas quoi, qui consomme plus de 1000 watts, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, hein, c'est peut-être pas ça, mais c'est juste pour dire que au moins on a 1500 watts et on peut envoyer du lourd si besoin. Donc dans les pour, on a des tensions stables, une certification 80+ Platinum, du full modulaire, une garantie de 10 ans, une intégration Corsair IQ pour surveiller en direct la tension et la consommation de chacun des rails, c'est vraiment sympa. Elle est silencieuse, forcément, les ventilateurs ne s'enclenchent qu'à partir de 750 watts. Et d'ailleurs, ça, c'est hors configuration, parce qu'en pratique, on peut faire une courbe de ventilation pour l'alimentation et faire démarrer le ventilateur bien avant. On a un positionnement tarifaire très bien placé en pratique face à la concurrence, et on peut passer du mode monorail et multirail directement via le logiciel Corsair IQ, c'est vraiment sympa. Par contre, dans les moins, on n'a pas de PCIe Gen 5, et ça c'est vraiment dommage pour une alimentation qui sort quand même déjà dans le second semestre 2022, une alimentation qui en plus est clairement haut de gamme, et en fait c'est pas super future-proof, parce qu'en fait les cartes graphiques de prochaine génération vont pour la plupart avoir cette connectique, et vu qu'on ne l'a pas nativement sur cette alimentation, il faudra passer par des adaptateurs potentiellement en 3 x 8 pins vers le PCI Express Gen 5. Donc on va quand même avoir beaucoup de câbles à gérer dans son câble management, dans son boîtier. Un seul câble en PCIe Gen 5 aurait été beaucoup mieux. Ensuite, on a testé encore un autre écran avec le Gigabyte M32 UC, donc c'est un écran 4K à 160 Hz. Alors précisons tout de suite que les 160 Hz, c'est via un OC, vu que nativement on est à 144 Hz. D'ailleurs attention, la VRR ne fonctionne que jusqu'à 144 Hz, puisque la plage ne va pas au-delà. Pour cet écran, dans les pour, on a noté l'UHD à 160 Hz, c'est quand même vachement agréable, hein. La fixation VESA, compatibilité AMD FreeSync Premium Pro, un design très sobre, hein, comme toujours chez les écrans de chez Gigabyte, vu que là on n'est pas sur le blason Aorus. On a aussi une très bonne justesse des couleurs en sortie de carton, une bonne uniformité, pas de fuite de lumière, une bonne luminosité, un bon temps de réponse GTG mesuré, hein, je vous rappelle que maintenant je peux mesurer ça, j'ai la sonde pour, et un ghosting maîtrisé par rapport à d'autres écrans VA, et ça c'est quand même une bonne surprise. Dans les moins, on a une ergonomie qui n'est pas complète, on n'a pas de mode pivot par exemple, un contraste assez faible, un gamma légèrement élevé à stock, et l'OC, comme je l'ai dit, à 160 Hz, désactive la VRR qui ne va que jusqu'à 144 Hz, et enfin, la température du point blanc est froid à stock en fait, donc il faudra passer par une petite calibration pour corriger ça. Avant-dernier test, on a passé l'IO Deepcool LS520, donc c'est une nouvelle gamme d'IO chez Deepcool. Dans les pour, on a noté un design sympathique, un éclairage ARGB réussi, la possibilité de personnaliser le top et de le tourner à 360 degrés, vous voyez c'est la petite partie là qu'on pourra retirer en fait et puis tourner ou mettre un truc personnalisé. Des ventilateurs FC120 également ARGB et qui se branchent en série, donc ça pour le câble management c'est sympathique. Les finitions du radiateur avec le logo de la marque dans le coin c'est aussi sympathique. On a deux bonnes performances, un prix juste, un montage simple mais qui aurait pu l'être encore plus. Mais on a aussi une grosse concurrence sur cette gamme de tarification. On va surtout y aller au coup de cœur par rapport au design, au reste de sa config, qu'est-ce qu'on a, etc. Ensuite, dernier test, on l'a publié début août, hein, le 3 août, le NAS Asustor Locker Store 4 Gen 2, donc le AS6704T. C'est un excellent NAS.
J'ai été super agréablement surpris de tout ce qu'on peut faire avec. Là aussi, j'ai fait un test que je trouve plutôt complet, je suis assez content de mon test. Je vous invite à aller le voir sur le site. Donc dans les pour, j'ai noté la présence du système d'exploitation ADM 4.1, double port LAN en 2,5 gigabits, beaucoup d'applications disponibles qui sont sympathiques. On a un design aussi sympathique, même si encore une fois tout ce qui est design c'est toujours assez subjectif. Bonne puissance hardware, une garantie de 3 ans, on a 4B pour HDD, mais on a aussi 4 emplacements pour SSD NVMe avec la possibilité d'en faire du stockage et ou du cache. On a un ventilateur 220 mm pour refroidir le tout. Et on a aussi une compatibilité Azure Live pour le multi-streaming. Encore une fois, franchement, c'est un super NAS. Je vous invite vraiment vivement à aller lire le test complet que j'ai réalisé. Voilà, donc maintenant il n'y a plus d'onglet à ouvrir. J'ai parlé de tout ce que je voulais vous parler dans cette vidéo. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu, comme d'habitude. Mettez en commentaire ce que vous en avez pensé. Lâchez-moi un pouce en l'air et surtout abonnez-vous, c'est très important. Et cliquez sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!